L'islam est de plus en plus accepté dans toute l'Espagne et cela devrait vous inquiéter plus que vous ne le pensez. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi après-midi tranquille de la fin mai, il y a à peine quelques semaines. Le décor était Cordoue, une ville qui servait autrefois de capitale de l'Ibérie islamique, où la grande mosquée témoigne encore de 8 siècles de domination musulmane. Ce jour-là, le gouvernement local dirigé par une coalition de partis de gauche a annoncé quelque chose qui a à peine valu à l'international la reconnaissance officielle de la première cafétéria scolaire publique halal de la ville. Ce n'est pas grave, non? Juste une autre politique progressiste dans un pays fier de son multiculturalisme. Le maire a qualifié cela de « pas vers la cohésion sociale ». Le ministre régional de l'éducation l'a qualifié d'« inclusif ». La presse siche, toujours désireuse de célébrer la diversité, a publié quelques histoires réconfortantes sur des enfants musulmans se sentant enfin vus dans leur propre pays. Mais voici le problème, il ne s'agissait pas seulement des repas scolaires. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une décision politique locale sans implication plus large, vous passez à côté d'une vision d'ensemble. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la migration et de la géopolitique en Europe, et ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas seulement une question d'intégration. C'est une question de pouvoir. C'est une question d'identité. Et, plus important encore, il s'agit d'une refonte lente et délibérée du paysage culturel et politique d'une nation d'une manière qui aura des conséquences sur les décennies à venir. Maintenant, avant d'aller plus loin, permettez-moi de dire que je ne suis pas ici pour débattre de la question de savoir si l'islam devrait avoir sa place en Espagne. C'est une question morale et philosophique, et les personnes raisonnables peuvent ne pas être d'accord. Ce que je suis ici pour faire, c'est analyser les réalités géopolitiques, démographiques et stratégiques qui se cachent derrière cette tendance des réalités que le gouvernement siche, l'Union européenne et une grande partie des médias occidentaux préféreraient que vous ignoriez. Parce que si vous grattez sous la surface de ce récit d'acceptation, vous découvrirez quelque chose de bien plus complexe, bien plus calculé et bien plus dangereux qu'une simple histoire de tolérance. Le fonctionnaire ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous deviez vous fier uniquement aux déclarations du gouvernement siche, au rapport de l'UE et à la couverture médiatique grand public, voici ce que vous diriez, l'Espagne, un pays avec une histoire profonde et souvent douloureuse de conflits religieux, est enfin en train de se réconcilier avec son passé et son présent musulman. Après des siècles de conversion forcée, d'expulsion et de répression culminant avec la brutale Inquisition et l'expulsion des Morisques en 1609, l'Espagne considère désormais sa population musulmane comme un élément naturel de son tissu social. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, la population musulmane est passée de seulement 300 000 personnes en 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit près de 5% de la population totale. Le gouvernement considère cela comme une preuve d'une intégration réussie. Le Premier ministre Pedro Sánchez a salué à plusieurs reprises le « modèle de coexistence » espagnol, en le contrastant favorablement avec la réaction d'extrême droite observée dans des pays comme la France ou la Hongrie. L'UE, pour sa part, a cité l'Espagne comme un exemple de gestion des migrations sans succomber à la xénophobie. En 2022, la Commission européenne a même financé un rapport intitulé « Une étude de cas sur l'intégration musulmane » qui concluait que l'approche du pays combinant voie légale d'immigration et sensibilité culturelle était un « modèle pour le reste de l'Europe ». Le récit médiatique emboîte le pas. LP publie des articles d'opinion sur le fait que la communauté musulmane d'Espagne est plus siche que jamais. Le Guardian publie des articles sur les jeunes entrepreneurs musulmans de Barcelone et de Madrid, les présentant comme l'avant-garde d'une Espagne nouvelle et pluraliste. Même le New York Times s'y est mis, avec un article de 2023 déclarant que « la population musulmane d'Espagne n'est plus en marge, elle est au centre de l'avenir du pays ». Et puis il y a les gestes symboliques. En 2021, le gouvernement siche a restitué au Maroc un Coran du XIIe siècle, le qualifiant de « geste d'amitié et de réconciliation ». En 2023, la ville de Grenade, qui abrite l'Alhambra, dernier bastion de la domination musulmane en Ibérie, a ouvert un nouveau centre culturel islamique grâce à un financement public. Et l'année dernière, le Parlement siche a adopté une loi autorisant les fonctionnaires musulmans à porter le hijab dans les institutions publiques, une décision célébrée par les groupes de défense des droits de l'homme comme une « victoire pour la liberté religieuse ». En apparence, tout cela ressemble à un progrès.
Un pays qui tient compte de son passé, accueille la diversité et se dirige vers un avenir plus inclusif. Mais voici le problème, ce n'est que la moitié de l'histoire. Et la moitié laissée de côté est celle qui compte le plus. Déconstruire ce qui se passe réellement, commençons par les chiffres, car ils racontent une histoire très différente de celle que prétend le gouvernement Sich. Premièrement, la croissance de la population musulmane en Espagne n'est pas seulement organique. Oui, il existe des taux de natalité naturels. Les familles musulmanes en Espagne ont tendance à avoir plus d'enfants que leurs homologues non musulmans, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable moteur est la migration en chaîne. Le système d'immigration espagnol, comme celui d'une grande partie de l'Europe, repose sur des politiques de regroupement familial qui permettent aux résidents légaux de faire venir des proches. Cela crée un sentiment d'auto-renforcement, davantage de musulmans arrivent, ils amènent plus de membres de leur famille et la population augmente de façon exponentielle. Rien qu'en 2022, l'Espagne a accordé la résidence à plus de 120 000 Marocains, soit plus que toute autre nationalité. Et le Maroc, comme nous le verrons, n'est pas un acteur neutre dans cette histoire. Deuxièmement, l'idée selon laquelle la population musulmane d'Espagne serait « intégrée » est un mythe. Le même rapport de l'UE qui fait l'éloge du modèle espagnol note également que le taux de chômage des musulmans est le double de la moyenne nationale. Les enfants musulmans sont bien plus susceptibles d'abandonner l'école. Et tandis que le gouvernement célèbre l'ouverture des cafétérias halal, il reste visiblement silencieux sur le système éducatif parallèle qui émerge. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, des enclaves Sich en Afrique du Nord, il existe désormais de facto des écoles islamiques fonctionnant en dehors du système public, financées par des donateurs étrangers et enseignant un programme qui a peu à voir avec les valeurs civiques Sich. L'agence de renseignement Sich, le CNI, met en garde depuis des années contre la montée de « sociétés parallèles » dans ces régions, mais leurs rapports sont soit ignorés, soit rejetés comme islamophobes. Troisièmement, et c'est le plus important, il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de géopolitique. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle devient un outil d'influence étrangère. Et le principal acteur ici est le Maroc. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des analystes occidentaux ne diront pas, le Maroc joue un jeu long en Espagne depuis des décennies. Le pays considère l'Espagne non seulement comme un voisin, mais aussi comme un atout stratégique. Pourquoi ? Parce que l'Espagne contrôle Ceuta et Melilla, deux villes de la côte nord-africaine que le Maroc revendique depuis des années. Et parce que l'Espagne est la porte d'entrée de l'Europe, un continent où le Maroc veut étendre son influence, tant économique que politique. Voici comment le Maroc encourage la migration vers l'Espagne, tant légale qu'illégale. Il ferme les yeux sur les trafiquants d'êtres humains opérant à partir de ces ports, sachant que chaque migrant qui atteint le sol de Sich est un autre levier de pression potentiel. Elle finance des centres culturels islamiques en Espagne, les emploie en imams formés dans les institutions marocaines et veille à ce que le message prêché soit conforme aux intérêts de Rabat. Et il utilise sa diaspora, aujourd'hui plus de 800 000 personnes en Espagne, comme force de lobbying, en faveur de politiques qui profitent au Maroc, allant de l'assouplissement des lois sur l'immigration à une coopération économique accrue. J'ai vu les câbles. J'ai parlé à des diplomates qui ont participé aux réunions à huis clos. Le Maroc ne veut pas seulement que l'Espagne accepte sa population musulmane, il veut que l'Espagne en dépende. Et ça marche. Prenez la crise du Sahara occidental en 2021. Quand l'Espagne, sous la pression des États-Unis, et l'UE, ont changé de position pour soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le territoire, le gouvernement marocain ne s'est pas contenté de célébrer, il a récompensé l'Espagne. En quelques semaines, le Maroc a rouvert ses frontières avec Ceuta et Melilla, qu'il avait fermées dans un accès de colère diplomatique quelques mois plus tôt. Il a également accepté de nouveaux accords commerciaux valant des milliards. Et, plus révélateur encore, cela a stoppé le flux de migrants vers l'Espagne. Depuis quelques mois, les bateaux en provenance des côtes marocaines ont pratiquement disparu. Le message était « Faites ce que nous voulons et nous ferons disparaître vos problèmes ». Ce n'est pas une intégration. C'est de la coercition. Et l'Espagne laisse faire. L'ex-dette géopolitique, comment cela s'inscrit dans la nouvelle guerre froide maintenant, sortons. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une histoire de Sich, c'est une histoire mondiale.
Et cela se déroule dans le contexte du changement géopolitique le plus important depuis la fin de la guerre froide. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, où les États-Unis, la Chine et la Russie se disputent l'influence aux quatre coins du monde. L'Europe, longtemps vassale des États-Unis, est désormais prise au milieu. Et l'Espagne, avec sa situation stratégique au carrefour de la Méditerranée et de l'Atlantique, constitue un champ de bataille clé. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a traité l'Europe comme son arrière-cour. L'OTAN, l'UE, le dollar, tels sont les outils de l'hégémonie américaine. Mais cette hégémonie s'érode. Les États-Unis sont débordés, leur politique intérieure est divisée et leurs alliés recherchent de plus en plus d'alternatives. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe du Sud, s'éloigne de l'orbite de Washington. L'actuel gouvernement CIS, une coalition de socialistes et de partis d'extrême gauche, a ouvertement critiqué la politique étrangère américaine, depuis son soutien à Israël jusqu'à sa position sur l'Ukraine. Et ce n'est pas une coïncidence si ce gouvernement est aussi celui qui milite le plus en faveur de l'intégration musulmane. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne veulent pas seulement de l'Espagne comme allié militaire, ils veulent aussi de l'Espagne comme allié culturel. Et dans le manuel américain, le multiculturalisme est un outil de soft power. Plus l'Espagne se diversifie, plus elle s'aligne sur la vision américaine d'un monde mondialisé, où les identités nationales se diluent au profit d'une culture consumériste et homogénéisée. Ce n'est pas seulement une question d'idéologie, c'est une question de contrôle. Une Espagne qui se considère comme une nation de nations est une Espagne moins susceptible d'affirmer ses propres intérêts, moins susceptible de défier la domination américaine et plus susceptible de suivre l'exemple de Washington dans tous les domaines, du commerce à la sécurité. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Les États-Unis ne sont pas les seuls acteurs dans ce jeu. La Russie et la Chine agissent également en Espagne et elles le font en exploitant exactement la même dynamique que celle que Washington tente de façonner. La Russie, pour sa part, a discrètement renforcé son influence auprès des communautés musulmanes d'Espagne. Comment ? Par la désinformation, par exemple. Les médias d'État russes comme RT et Sputnik ont amplifié les articles sur l'islamophobie, en Espagne, décrivant le pays comme un foyer d'extrémisme d'extrême droite. Ce n'est pas seulement de la propagande, c'est stratégique. En présentant l'Espagne comme un environnement hostile pour les musulmans, la Russie crée un récit qui pousse les musulmans siches vers des sources alternatives d'identité et d'autorité. Et à qui profite-t-il ? Pas l'État siche, mais les acteurs qui peuvent intervenir pour combler le vide, qu'il s'agisse de mosquées financées par le Maroc, de centres culturels turcs ou même d'organisations humanitaires liées à la Russie. La Chine, quant à elle, joue un jeu plus long. Il ne se soucie pas de l'islam en soi, mais de la position stratégique de l'Espagne. La Chine a investi massivement dans les ports de Siche, de Valence à Algésiras, dans le cadre de son initiative, la ceinture et la route. Et il entretient des relations avec les élites politiques et commerciales de Siche, y compris celles des régions à forte population musulmane. Le but ? Faire de l'Espagne une plaque tournante du commerce et de l'influence chinoise en Europe. Et si cela signifie se rapprocher du Maroc, le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, qu'il en soit ainsi. Voilà donc la grande Espagne prise dans une lutte acharnée à trois. Les États-Unis souhaitent devenir un allié souple et multiculturel. La Russie veut le déstabiliser en exploitant les tensions ethniques et religieuses. Et la Chine veut en faire une porte d'entrée pour son action économique. Et au milieu de tout ça ? Une population musulmane qui augmente, qui est courtisée par les puissances étrangères et qui est de plus en plus utilisée comme un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Militaire et stratégique. Pourquoi c'est important pour l'OTAN et au-delà? Parlons maintenant de la dimension militaire. Parce que si vous pensez qu'il s'agit uniquement de culture et de politique, vous passez à côté de la partie la plus dangereuse de l'équation. L'Espagne est membre de l'OTAN. Il abrite des bases militaires américaines, notamment la base navale essentielle de Rota, qui abrite 4 destroyers américains à Aegis. Ces navires constituent un élément clé du système de défense antimissile de l'OTAN et sont positionnés pour contrer les menaces de la Russie, de l'Iran et même de la Chine. L'Espagne est également un acteur majeur en Méditerranée, où elle patrouille dans les eaux entre l'Europe et l'Afrique du Nord,
une région devenue un foyer de migration, de terrorisme et de compétition entre grandes puissances. Alors, que se passe-t-il lorsque le pays qui héberge ses actifs commence à se diviser selon des critères religieux et ethniques? Permettez-moi de vous faire un parallèle historique. Dans les années 1970, le Liban était un pays stable, aligné sur l'Occident, avec une importante majorité chrétienne. Mais à mesure que la population musulmane augmentait, les tensions sectaires augmentaient également. Dans les années 1980, le Liban était un État en déliquescence, un champ de bataille pour les puissances étrangères et un refuge pour les groupes terroristes. Les Marines américains envoyés là-bas en 1982 comme soldats de la paix se sont retrouvés dans un conflit sanglant qui a tué 241 d'entre eux. Et tout cela parce que l'équilibre démographique et politique du pays avait changé d'une manière que personne ne prévoyait venir. Maintenant, je ne dis pas que l'Espagne est le Liban. Mais je dis que la même dynamique est à l'œuvre. Lorsque la population d'un pays évolue rapidement, lorsque des puissances étrangères commencent à s'immiscer dans ses affaires intérieures et lorsque son gouvernement ne parvient pas à affirmer son contrôle sur son propre territoire, les risques se multiplient. Et dans le cas de l'Espagne, ces risques sont aggravés par sa géographie. Ceuta et Melilla sont les points chauds les plus évidents. Ces villes sont en terre sèche, mais elles sont entourées par le Maroc. Et le Maroc ne cache pas sa volonté de les récupérer. En 2021, le Maroc a orchestré une crise migratoire massive à la frontière de Ceuta, envoyant des milliers de migrants, dont de nombreux mineurs, à travers la frontière en quelques jours. Le gouvernement siche a été pris au dépourvu. L'armée a été mise en état d'alerte. Et pendant un bref instant, il sembla que le Maroc pourrait tenter de prendre la ville par la force. Cela ne s'est pas produit. Mais le message est que le Maroc peut ouvrir et fermer le robinet quand il le souhaite. Et si la population musulmane d'Espagne continue de croître et si cette population devient plus favorable aux intérêts marocains, alors Ceuta et Melilla pourraient devenir ingouvernables. Imaginez un scénario où le Maroc, enhardi par son influence sur les communautés musulmanes d'Espagne, décide de lancer une intervention humanitaire pour protéger ses coreligionnaires. Que fait alors l'Espagne? Que fait l'OTAN? Et il n'y a pas que Ceuta et Melilla. La montée de sociétés parallèles dans les grandes villes espagnoles crée un cauchemar en matière de sécurité. Les services de renseignement siches ont déjà identifié des dizaines d'individus radicalisés dans des villes comme Barcelone et Madrid. Certains d'entre eux sont liés à l'État islamique. D'autres sont liés au renseignement marocain. Et tous opèrent dans une zone grise juridique, où la loi sige peine à pénétrer. Si une attaque terroriste devait se produire en Espagne aujourd'hui, ce ne serait pas seulement une tragédie, ce serait un tremblement de terre géopolitique. Parce que cela obligerait l'Espagne à choisir entre sévir contre sa population musulmane ou ne rien faire. C'est la réalité à laquelle sont confrontés les planificateurs de l'OTAN. Et c'est pourquoi les États-Unis l'armée se prépare tranquillement à la possibilité que l'Espagne, l'un de ses plus importants alliés européens, devienne un handicap. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols jouent avec le feu? Bien entendu, rien de tout cela ne se produit en vase clos. L'adhésion de l'Espagne à sa population musulmane n'est pas seulement une question de géopolitique, c'est aussi une question de politique. Et les incitations nationales sont ici tout aussi dangereuses que les incitations internationales. Commençons par le gouvernement siche actuel. Il s'agit d'une coalition du Parti socialiste ouvrier siche et du parti d'extrême gauche Podemos, un parti ouvertement favorable à des causes telles que la création d'un État palestinien, l'anti-américanisme et, bien sûr, l'exemption des droits des musulmans en Espagne. La survie de la coalition dépend de la satisfaction de sa base et cette base comprend un nombre croissant d'électeurs musulmans. Aux élections de 2023, la participation musulmane en Espagne a été plus élevée que jamais. Dans des villes comme Barcelone et Madrid, les électeurs musulmans se sont résolument tournés vers la gauche. Et le gouvernement l'a remarqué. C'est pourquoi, avant les élections, Pedro Sánchez a tenu à visiter les mosquées, à promettre davantage de financement pour les centres culturels islamiques et à même lancé l'idée de reconnaître les fêtes islamiques comme fêtes nationales. C'est aussi la raison pour laquelle Podemos fait pression en faveur de politiques qui accorderaient le droit de vote aux résidents non citoyens, une décision qui bénéficierait de manière disproportionnée au Maroc, compte tenu de sa grande diaspora en Espagne. Mais voici qu'il ne s'agit pas seulement de vote. C'est une question d'idéologie. La gauche siche,
comme une grande partie de la gauche européenne, a adopté une vision post-nationale et multiculturelle de l'avenir. Dans cette vision, l'Espagne n'est pas une nation avec une histoire et une culture distinctes, c'est un État, plurinational, un ensemble d'identités qui coexistent sous un même toit politique. Et plus il y a d'identités, mieux c'est. Parce que dans cette vision du monde, la diversité n'est pas seulement un fait, c'est une valeur. Et plus l'Espagne se diversifie, plus elle s'aligne sur la vision de la gauche d'une Europe post-occidentale sans frontières. Le problème ? Cette vision est fondamentalement en contradiction avec la réalité du fonctionnement des nations. Les nations ne sont pas seulement des constructions politiques, ce sont des constructions culturelles. Ils reposent sur une histoire partagée, un langage partagé et des valeurs partagées. Et lorsque vous commencez à diluer ces choses au nom de l'inclusion, vous n'obtenez pas une nation plus forte, vous en obtenez une plus faible. J'ai déjà vu cette pièce se produire. Dans les années 1990, les Pays-Bas étaient considérés comme un modèle de multiculturalisme. Les politiciens ont célébré la diversité du pays, adopté des lois pour accueillir les immigrants musulmans et même financer des écoles islamiques. Puis, en 2004, un cinéaste néerlandais nommé Theo van Gogh a été assassiné par un islamiste radical. L'establishment politique du pays a été choqué. Mais les choses étaient sur le mur depuis des années. Les Pays-Bas ont laissé croître leur population musulmane sans exiger l'intégration. Et lorsque la population atteint une masse critique, elle commence à affirmer ses propres revendications politiques et culturelles, souvent incompatibles avec le libéralisme néerlandais. Le même schéma se déroule en Espagne, mais il ne s'agit plus uniquement de politique intérieure. Il s'agit de géopolitique et du rôle de l'Espagne dans un ordre méditerranéen en évolution rapide. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. La Méditerranée a toujours été une ligne de fracture, mais elle devient aujourd'hui quelque chose de plus dangereux, un espace contesté où les grandes puissances se disputent l'influence et où l'islam apparaît comme une variable clé de l'équation. D'un côté, vous avez le Maroc, une puissance régionale montante dont les ambitions s'étendent bien au-delà de ses frontières. De l'autre, l'Algérie, la Turquie et même les États du Golfe, qui voient tous en Espagne une porte d'entrée potentielle vers l'Europe. Et puis il y a l'Union européenne elle-même, qui peine à définir sa propre identité face à ces pressions. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est un atout stratégique pour le Maroc. Rabat joue un long match ici. Depuis les années 1990, elle encourage activement l'émigration vers l'Espagne, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi politiques. La diaspora marocaine en Espagne est désormais estimée à environ 800 000 personnes, ce qui en fait la plus grande communauté née à l'étranger du pays. Et le Maroc a pris soin de maintenir son influence sur cette population à travers un réseau de mosquées, d'associations culturelles, voire de groupes de pression politique. Le gouvernement marocain finance directement bon nombre de ces organisations, et ce n'est pas une coïncidence si la plus grande fédération islamique d'Espagne, la Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islámica, est dominée par des imams liés au Maroc. Voici l'inconfortable Maroc qui n'exporte pas seulement des personnes, il exporte du soft power. Et le gouvernement de gauche espagnol leur facilite la tâche. Lorsque l'administration de Pedro Sánchez a fait pression pour la reconnaissance des fêtes islamiques ou l'interdiction de la nourriture halal dans les institutions publiques, il ne s'agissait pas seulement d'apaiser les électeurs. Il s'agissait de signaler à Rabat que l'Espagne est ouverte aux affaires. Et le Maroc en a pris note. En 2022, après des années de tensions sur le Sahara occidental, l'Espagne est brusquement revenue sur sa neutralité sur la question qui dure depuis des décennies et a approuvé le plan d'autonomie du Maroc pour le territoire. Le moment n'était pas une coïncidence. Quelques semaines seulement avant l'annonce, le roi du Maroc Mohamed VI avait rencontré des chefs d'entreprise chiches à Rabat, et le message était que les intérêts économiques de l'Espagne au Maroc de l'énergie à l'agriculture seraient menacés si Madrid ne jouait pas le jeu. Mais il ne s'agit pas uniquement du Sahara occidental. Il s'agit en grande partie de l'avenir du flanc sud de l'OTAN. L'Espagne abrite deux des installations militaires les plus critiques de l'Alliance, la base navale de Rota, qui héberge les destroyers américains Aegis, et la base aérienne de Morón, une plaque tournante clé des opérations antiterroristes en Afrique.
Tous deux sont situés en Andalousie, une région où la population musulmane a augmenté de plus de 30% au cours de la dernière décennie. Je ne dis pas que les communautés musulmanes d'Espagne constituent une cinquième colonne. C'est un récit paresseux et dangereux. Mais ce que je dis, c'est que l'évolution démographique rapide dans le sud de l'Espagne crée une nouvelle série de défis de sécurité auxquels l'OTAN n'a pas encore pleinement répondu. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles d'Afrique du Nord. Ces villes sont le point de départ des revendications irrédentistes du Maroc et sont devenues des points chauds dans la lutte d'influence plus large en Méditerranée. En 2021, le Maroc a délibérément provoqué une crise migratoire à la frontière de Ceuta, permettant à plus de 10 000 migrants pour la plupart des jeunes hommes originaires d'Afrique subsaharienne de prendre d'assaut la frontière en une seule journée. Le message était le suivant: si l'Espagne ne se met pas au diapason, Rabat peut augmenter ou diminuer la pression démographique comme un robinet. Et ça a marché. Le gouvernement Sich s'est efforcé de contenir la crise. En quelques semaines, Madrid a assoupli sa position sur le Sahara occidental. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. Le Maroc n'est pas le seul acteur dans ce jeu. La Turquie a également fait des percées dans les communautés musulmanes d'Espagne, en particulier parmi la diaspora turque et nord-africaine. Le Diyanet turc, la direction des affaires religieuses d'Ankara, finance des mosquées et des écoles islamiques dans toute l'Espagne, souvent en concurrence directe avec les institutions soutenues par le Maroc. En 2020, les services de renseignement de Sich ont signalé les activités du Diyanet comme un risque potentiel pour la sécurité, soulignant que certains de ces imams promouvaient une interprétation dure de l'islam qui s'alignait sur la vision du président Erdogan d'un renouveau néo-ottoman. Pendant ce temps, l'Algérie soutient discrètement les groupes de gauche en Espagne qui s'opposent à l'influence du Maroc, créant ainsi une bataille par procuration au sein du système politique espagnol. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la posture militaire espagnole ? D'une part, cela signifie que les forces armées de Sich vont devoir s'adapter et rapidement. L'accent traditionnel mis sur la défense territoriale contre une hypothétique invasion marocaine est dépassé. La véritable menace n'est pas une attaque militaire conventionnelle, il s'agit d'une lente érosion de la souveraineté de Sich due à la pression démographique et culturelle. L'armée de Sich a déjà commencé à modifier ses priorités, en consacrant davantage de ressources à la cybersécurité, au contre-espionnage et aux forces d'opération spéciales capables d'opérer dans la zone grise entre guerre et paix. Mais ce sont des mesures provisoires. Le problème le plus profond est que la classe politique espagnole n'a pas encore pleinement saisi l'ampleur du défi. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2019, la marine Sich avait intercepté au large des îles Canaries un navire battant pavillon marocain transportant 20 tonnes de haschisch. Cela n'a rien d'inhabituel, l'Espagne est depuis des décennies un point de transit pour le trafic de drogue marocain. Mais ce qui différenciait cette affaire, c'était le fait que la cargaison se trouvait dans un entrepôt à Algésiras appartenant à une société ayant des liens avec un front de renseignement marocain. Les médicaments n'étaient qu'une couverture. La véritable charge utile était une cargaison d'équipements de communication cryptés, probablement destinés à des cellules dormantes marocaines dans le sud de l'Espagne. Les autorités de Sich ont minimisé l'incident, mais il s'agissait d'un signal d'alarme. Le Maroc n'utilise pas seulement sa diaspora comme levier politique, il l'utilise également pour la collecte de renseignements et les opérations d'influence. Et puis il y a la question du rôle de l'Espagne au sein de l'OTAN. L'Alliance a longtemps traité l'Espagne comme un acteur secondaire, davantage concentré sur le flanc oriental et sur la menace russe. Mais la Méditerranée est en train de devenir la nouvelle ligne de front dans la compétition entre grandes puissances. La Chine étend sa présence en Afrique du Nord à travers son initiative La Ceinture et la Route. La Russie utilise des mercenaires comme le groupe Wagner pour prendre pied en Libye et au Mali. Et la Turquie projette sa puissance des Balkans vers le Sahel. L'Espagne, avec sa situation stratégique et ses liens profonds avec l'Afrique du Nord, devrait être le point d'ancrage de l'OTAN dans la région. Au lieu de cela, cela devient une vulnérabilité. L'adhésion de l'Espagne au multiculturalisme n'est pas seulement une expérience nationale, c'est un pari géopolitique. Et pour le moment, les chances ne sont pas en faveur de Madrid. La vision post-nationale de la gauche suppose que toutes les identités peuvent coexister harmonieusement sous un même toit politique. Mais dans le monde réel, les identités sont exploitées par des acteurs externes pour promouvoir leurs propres intérêts.
Le Maroc, la Turquie et l'Algérie ne sont pas de simples observateurs passifs, ils sont des acteurs actifs dans la politique intérieure espagnole. Et à mesure que la population musulmane d'Espagne augmente, son influence augmentera également. La question est de savoir si la classe politique espagnole prendra conscience de cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Car s'ils ne le font pas, le pays pourrait se retrouver dans une position qu'il n'a plus connue depuis le 17, un champ de bataille pour les puissances étrangères, plutôt qu'un État souverain à part entière. Et c'est là, plus que n'importe quelle élection ou changement de politique, le véritable risque géopolitique de la transformation démographique de l'Espagne. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'establishment politique espagnol a été somnambule face à cette transformation, la traitant comme une question purement intérieure plutôt que comme un tremblement de terre géopolitique qu'elle est réellement. La gauche, en particulier, a adopté le récit du multiculturalisme avec une ferveur presque religieuse, le présentant comme un bien absolu, voire un impératif moral. Mais cette rigidité idéologique les aveugle au fait que la population musulmane espagnole n'est pas un monolithe et que sa croissance ne se produit pas en vase clos. Cela se produit dans un pays où les partis politiques utilisent déjà l'identité comme arme à des fins électorales, où les mouvements séparatistes régionaux réapparaissent et où les puissances étrangères façonnent activement le discours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Prenons le cas de la Catalogne. Le mouvement indépendantiste a toujours été présenté comme un affrontement entre le nationalisme catalan et le centralisme de Sich, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ces dernières années, nous avons assisté à un changement discret mais significatif dans la démographie des communautés musulmanes de la région, en particulier dans des villes comme Barcelone et Gérone. Selon l'Observatorio Andalusie, la population musulmane de Catalogne a augmenté de près de 30% au cours de la dernière décennie, une grande partie de cette croissance étant concentrée dans les quartiers ouvriers qui étaient autrefois des bastions de la gauche indépendantiste. Aujourd'hui, ces zones deviennent des champs de bataille, non seulement entre Madrid et Barcelone, mais entre des visions concurrentes de ce que devrait être la Catalogne. Le mouvement indépendantiste catalan, qui s'est historiquement positionné comme progressiste et inclusif, est désormais confronté à un dilemme existentiel. D'une part, ils ont besoin du soutien de ces communautés musulmanes en pleine croissance pour maintenir leur domination électorale. D'un autre côté, ils dépendent de plus en plus du vote des Catalans d'origine, de plus en plus inquiets des changements démographiques rapides. Le résultat ? Un parcours politique sur la corde raide qui devient de plus en plus difficile à gérer de jour en jour. En 2021, le parti indépendantiste Junts per Catalunya a discrètement abandonné son opposition à la construction de nouvelles mosquées dans la région, une décision largement considérée comme une tentative de courtiser les électeurs musulmans. Mais ce changement a aliéné une partie importante de leur base, en particulier parmi les Catalans plus âgés qui voient l'empiètement des institutions islamiques comme une menace pour leur identité culturelle. La gauche Sich, quant à elle, commet la même erreur qu'elle a commise dans les années 1980, en supposant que l'intégration est une voie à sens unique, où la société d'accueil doit s'adapter tandis que les nouveaux arrivants restent statiques. À l'époque, le gouvernement socialiste de Felipe González pensait qu'en accordant des amnisties et en fermant les yeux sur la violence séparatiste basque, il pourrait pacifier la région. Au lieu de cela, ils ont enhardi l'État, qui a poursuivi sa campagne de terreur pendant encore 2 décennies. Aujourd'hui, la gauche fait une erreur de calcul similaire avec l'islam. Il suppose qu'en adoptant le multiculturalisme et en minimisant les préoccupations concernant l'intégration, ils peuvent créer une société harmonieuse. Mais ils ignorent le fait que de nombreuses communautés musulmanes d'Espagne ne sont pas de simples bénéficiaires passifs de la bienveillance de l'État, elles participent activement à un mouvement religieux et politique mondial, qui est de plus en plus en contradiction avec la vision laïque et post-nationale de la gauche Sich. Prenons le cas de Podemos, le parti d'extrême gauche qui a été le plus ardent défenseur des communautés musulmanes d'Espagne. En 2020, le chef du parti, Pablo Iglesias, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que l'islam faisait partie de l'ADN de l'Espagne, et que l'avenir du pays résidait dans l'adoption de son identité multiculturelle et multireligieuse. C'était une déclaration audacieuse, mais elle était aussi profondément anhistorique. L'islam faisait partie du passé de l'Espagne, certes, mais c'est un passé qui a été violemment effacé après la Reconquista, un processus qui a culminé avec l'expulsion des Morisques en 1609. Suggérer que l'islam est d'une manière ou d'une autre intrinsèque à l'identité de l'Espagne aujourd'hui,
c'est ignorer les siècles de conflits, de conquêtes et d'effacements culturels qui ont façonné l'identité moderne du pays. Plus important encore, il ignore le fait que de nombreux musulmans espagnols ne se considèrent pas comme faisant partie d'une nation siche multiculturelle. Ils se considèrent comme faisant partie de la Oumma, la communauté musulmane mondiale, et leur loyauté envers cette communauté l'emporte souvent sur leur loyauté envers l'État siche. Cela ne veut pas dire que tous les musulmans siches sont déloyaux ou qu'ils rejettent l'intégration. Mais cela revient à dire que l'hypothèse de la gauche selon laquelle le multiculturalisme mènera naturellement à la cohésion sociale est dangereusement naïve. En fait, c'est souvent le contraire qui se produit. Lorsqu'un État ne parvient pas à affirmer une identité nationale claire, il crée un vide qui est rapidement comblé par d'autres forces religieuses, ethniques ou étrangères. Nous avons vu cela se produire en France, où l'échec de l'État à intégrer ces communautés musulmanes a conduit à la montée de sociétés parallèles, et dans certains cas, à une radicalisation pure et simple. Nous l'avons vu en Allemagne, où la réticence du gouvernement à faire face aux exigences culturelles et politiques de sa diaspora turque a permis à Ankara de transformer certaines parties de Berlin et de Cologne en extension de facto de l'État turc. Et nous commençons à le voir en Espagne, où les communautés marocaines et algériennes se tournent de plus en plus vers leur pays d'origine et non vers Madrid pour obtenir des conseils politiques et culturels. C'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. La droite siche, qui a toujours été l'opposante la plus virulente à l'immigration de masse, est désormais confrontée à sa propre crise d'identité. La montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite qui a fait de l'opposition à l'islam et à l'immigration la pièce maîtresse de son programme, a contraint la droite dominante à adopter une ligne plus dure sur ces questions. Mais ce changement a un coût. Le Partido Popular, le principal parti conservateur espagnol, s'appuie depuis longtemps sur le soutien des élites économiques qui bénéficient d'une main-d'œuvre immigrée bon marché, en particulier dans des secteurs comme l'agriculture et la construction. Ces élites n'ont aucun intérêt à voir freiner le flux de migrants en provenance d'Afrique du Nord et ont fait connaître leur mécontentement. En 2022, le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, a été contraint de revenir sur une proposition visant à renforcer les contrôles d'immigration après avoir fait face aux pressions de la Confédération Española de Organización Empresarial, le plus grand lobby des affaires d'Espagne. Le résultat est un paysage politique profondément fracturé, dans lequel ni la gauche ni la droite n'offrent une vision cohérente sur la manière dont l'Espagne devrait gérer sa transformation démographique. La gauche est piégée dans un fantasme post-national, tandis que la droite est tiraillée entre les exigences de sa base en matière de préservation culturelle et les exigences de ses donateurs en matière de main-d'œuvre bon marché. Et au milieu de ce désordre, les puissances étrangères consolident tranquillement leur influence. Le Maroc, en particulier, joue depuis longtemps. Depuis les années 1990, Rabat entretient des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne, finançant des mosquées, des écoles islamiques et des centres culturels à travers le pays. En 2015, le gouvernement marocain a créé la Fondation Euro-Arabe, un groupe de réflexion basé à Grenade qui promeut ostensiblement le dialogue entre l'Europe et le monde arabe. Mais son véritable objectif est de façonner le récit autour de l'islam en Espagne, en le présentant comme une partie inoffensive et intégrante de la société siche tout en minimisant les éléments les plus radicaux au sein de la communauté musulmane. La fondation est étroitement liée au service de renseignement marocain, et ses rapports sont souvent cités par les politiciens et les médias siches comme preuve de la compatibilité de l'islam avec les valeurs siches. Et puis il y a la Turquie. Ankara a exercé de manière agressive son influence auprès des communautés musulmanes d'Espagne par le biais du Diyanet, l'autorité religieuse contrôlée par l'État turc. La Diyanet gère des dizaines de mosquées en Espagne, en particulier dans les villes à forte population turque et nord-africaine. En 2021, le gouvernement siche a discrètement approuvé la construction d'une nouvelle mosquée massive à Madrid, financée par le gouvernement turc. La mosquée, qui sera l'une des plus grandes d'Europe, est en cours de construction dans le quartier populaire d'Uzra, une zone qui a connu un afflux important d'immigrants turcs et marocains ces dernières années. Le gouvernement turc a présenté le projet comme un symbole de l'amitié entre l'Espagne et la Turquie, mais la réalité est bien plus cynique. Le Diyanet n'est pas seulement une institution religieuse, c'est un outil de soft power turc, utilisé pour projeter l'influence d'Ankara au cœur de l'Europe. L'Algérie aussi entre dans le jeu. En 2020, le gouvernement algérien a créé la Fondation Trécultura,
une organisation culturelle basée à Séville qui promeut les relations algéro-siches. Comme son homologue marocaine, la fondation est étroitement liée au service de renseignement algérien et ses activités sont souvent axées sur l'élaboration du récit autour du rôle de l'Algérie dans l'histoire de l'Espagne. Ceci est particulièrement sensible compte tenu des tensions persistantes entre l'Algérie et le Maroc, qui se sont propagées à l'Espagne ces dernières années. En 2021, le gouvernement algérien a coupé l'approvisionnement en gaz de l'Espagne en représailles à la décision de Madrid de soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Cette décision a provoqué une onde de choc dans l'économie de Siche, qui dépend du gaz algérien pour près de la moitié de ses besoins énergétiques. Mais cela a également mis en évidence l'influence croissante que l'Algérie exerce sur la classe politique espagnole, en particulier sur la gauche, qui sympathise depuis longtemps avec la cause algérienne. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Le pays se trouve à la croisée des chemins et les choix qu'il fera dans les années à venir détermineront s'il restera un État souverain ou s'il deviendra un champ de bataille pour les puissances étrangères. La vision post-nationale de la gauche est une impasse, elle suppose que l'identité est fluide et que la loyauté envers l'État est facultative. Mais dans le monde réel, l'identité est tenace et la fidélité se mérite et non s'assume. La vision nationaliste de la droite, quant à elle, est également erronée, elle suppose que l'Espagne peut revenir en arrière jusqu'à une époque où le pays était culturellement homogène, ignorant le fait que le changement démographique est déjà une réalité. La seule voie viable est celle qui reconnaît la réalité de la transformation démographique de l'Espagne tout en affirmant une identité nationale claire et sans vergogne. Cela signifie intégrer les communautés musulmanes d'Espagne dans le tissu national, mais selon des conditions fixées par l'État siche, et non par les gouvernements étrangers ou les autorités religieuses. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées et des écoles islamiques et garantir que les imams qui y prêchent sont loyaux à l'Espagne, et non à Ankara ou Rabat. Cela signifie faire respecter l'état de droit dans les quartiers où des sociétés parallèles ont pris racine et signifier clairement que même si l'Espagne accueille les immigrants, elle ne tolérera pas l'érosion de sa souveraineté. Mais voilà, la classe politique espagnole n'est pas à la hauteur. La gauche est trop rigide idéologiquement pour admettre que son expérience multiculturelle a échoué, et la droite est trop redevable à ses bailleurs de fonds commerciaux pour prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les frontières et l'identité culturelle du pays. Ainsi, le pays dérive, ses dirigeants se contentant de donner un coup de pied sur la route tandis que les puissances étrangères consolident leur influence. La question n'est pas de savoir si l'Espagne devra rendre des comptes, mais quand. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas un réveil en douceur. Ce sera une décision brutale, imposée au pays par des événements indépendants de sa volonté. Une attaque terroriste, peut-être, ou un afflux soudain de migrants qui submerge la capacité de réponse de l'État. Ou peut-être s'agira-t-il de quelque chose de plus insidieux, une lente érosion de la souveraineté de Siche, alors que les puissances étrangères transforment les communautés musulmanes du pays en mandataires de facto de leurs propres intérêts. Quelle que soit la forme que cela prendra, la classe politique espagnole ne le verra pas venir. Parce qu'ils ont passé les 2 dernières décennies à prétendre que la transformation démographique du pays n'est rien d'autre qu'une question de politique intérieure, plutôt qu'un tremblement de terre géopolitique qu'elle est en réalité. Et lorsqu'ils prendront conscience de la réalité, il sera peut-être trop tard.